Et avec l'islamologue, le philosophe suisse Tarek Ramadan qui vient de signer De l'islam et des musulmans et qui est l'invité du Club de la Presse face à Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel. Tarek Ramadan, une partie importante des Français, vous avez découvert la première fois lors d'une célèbre émission de télévision qui avait fait beaucoup de bruit, c'était sur France 2, vous étiez face à Nicolas Sarkozy et il y avait eu cet échange assez spectaculaire entre le futur candidat à la présidence et vous sur la question du moratoire sur la lapidation des femmes adultères. Vous avez dit que vous étiez pour un moratoire et Sarkozy vous avait dit que ça veut dire moratoire, c'est arrêter provisoirement. Donc vous avez dit, on arrête seulement provisoirement et ensuite on reprend la lapidation des femmes adultères. Je pense que tout le monde s'en souvient. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous en gardez un très mauvais souvenir? Et la deuxième, vous en êtes où sur cette question? Permettez-moi encore, je suis désolé, j'ai vraiment, encore une fois, hein, on dit souvent que c'est ma façon de parler qui est problématique. Parfois, c'est la façon de m'écouter et de m'entendre. Je n'ai jamais dit ce que vous avez dit dans la deuxième partie. Je n'ai jamais dit on arrête et on reprend. Au contraire. Non, c'est Sarkozy qui vous avait dit ça. Vous aviez évoqué le mot moratoire de la lapidation des femmes adultères et Sarkozy l'avait traduit par cette phrase. Vous voulez donc qu'on arrête avant de reprendre. Voilà. En fait... c'est pas du tout ça que veut dire un moratoire. Aux États-Unis, Amnesty International, dans sa stratégie par rapport à la peine de mort, utilise le concept et la stratégie du moratoire, c'est-à-dire c'est une étape dans laquelle on ouvre le débat parce qu'on sait que si on va directement sur l'abolition, c'est perdu d'avance. Et donc, en l'occurrence, j'avais dit ma position, que moi j'étais contre, mais que ma position, elle n'était pas majoritaire dans le monde musulman. Et j'avais expliqué, en l'occurrence, mais... il a été particulièrement habile. Il a été habile pour gagner apparemment la victoire du moment, mais je l'ai remercié d'avoir été mon agent de presse pour tout le reste. Parce qu'il m'a permis d'avoir un impact particulièrement important dans le monde majoritairement musulman. Pourquoi ? Parce que ma position, elle est la suivante. Ma position, elle est qu'on ne peut pas ne pas considérer qu'il y a des textes. Et en particulier, en l'occurrence, ça n'avait rien à voir avec les femmes adultères, parce que la question de la lapidation, c'est pour les hommes et pour les femmes en islam. Il n'y a pas de femmes adultères et ce n'est pas spécifié. Mais moi, je parlais de tout ça. Je parlais du moratoire sur la peine de mort, du moratoire sur la lapidation et du moratoire sur les châtiments corporels. Et en l'occurrence, dans ma position, c'était de dire aux musulmans, et regardez la position comme elle est beaucoup plus forte que simplement de faire plaisir aux Français. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux Français, je suis là pour faire avancer la pensée musulmane de l'intérieur aussi. C'est dire maintenant, on arrête tout. Moi, je ne veux plus que votre gouvernement fasse silence quand Sarkozy part ensuite visiter l'Arabie Saoudite et il dit c'est un islam modéré quand on coupe la main du voleur et quand on lapide dans ce pays. Moi, je n'ai pas cette hypocrisie-là. Je ne peux pas rentrer en Arabie Saoudite et j'en paye le prix. Pourquoi ? Parce que ce que je dis aux musulmans, c'est la chose suivante. Il faut qu'on arrête tout ça. Je ne veux plus de châtiment corporel. Je ne veux plus de peine de mort. Et je veux qu'on rentre dans un vrai débat. C'est-à-dire de justifier par l'islam le fait que ça cesse. Et ça m'a donné raison dans plusieurs pays. Au Pakistan, je suis rentré en contact et je suis intervenu auprès du Conseil de la Charia pour mettre en évidence le fait de cesser la peine de mort. En 2000, j'étais aux États-Unis et j'ai dit si j'étais citoyen américain, je serais contre la peine de mort dans ce pays. Les musulmans m'ont dit tu ne peux pas en tant que musulman être contre la peine de mort. Le Conseil du droit musulman américain a pris une position récemment de soutien au moratoire sur la peine de mort, au moratoire technique sur la peine de mort. Donc je fais avancer les choses. Moi, je ne suis pas là pour gagner des élections, je suis là pour faire évoluer. Vous allez travailler avec qui ? Vous allez réfléchir avec qui pour relire ce Coran, comme vous dites dans votre livre, le contextualiser, donc le relire, le mettre en conformité avec les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Qui va le faire ? Je vous posais la question tout à l'heure, il y avait des autorités autrefois dans l'imam dans l'islam sunnite, il y en a eu, il n'y en a plus. Qui décide, qui parle, qui est capable de faire ce travail ? Vous avez raison. Ce que je disais, c'est que nous sommes en crise. Et dans l'histoire, il ne faut pas idéaliser le passé. Il y a toujours eu des divisions dans les traditions musulmanes, sunnites comme chiites. Ce qui était dans le passé une réalité aussi, c'est que cette diversité était parfois mieux gérée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une division. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tout le travail d'institutionnaliser le débat interne. C'est de cesser la foire d'empoigne. Moi, ce qui m'intéresserait en France, plutôt que d'aller discuter avec les ambassades algériennes, marocaines, tunisiennes, turques et saoudiennes, comme on le fait encore aujourd'hui, après 4 générations, et qu'on continue à dire de ces Français qu'ils sont d'origine immigrée, donc on parle à leurs ambassades, eh bien qu'aujourd'hui, on développe des institutions où la formation des imams, elle se fasse ici, et qu'on développe 4 indépendances. Indépendance financière, indépendance politique, indépendance intellectuelle, indépendance religieuse. C'est de ça dont je parle aujourd'hui. Et donc,
aujourd'hui, avec qui je parle, eh bien, depuis toutes ces années, je fais en sorte d'être en contact avec des savants musulmans dans le monde majoritairement musulman, dans le monde asiatique, dans le monde africain. Je fais un travail d'institution qui est de travail de relecture sur 11 domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de l'environnement, le domaine de la médecine, le domaine de la politique, le domaine de l'art, pour qu'on fasse ce travail-là. Donc, c'est un travail qui n'est pas à présenter en 5 minutes devant M. Sarkozy. C'est un travail à présenter sur des générations. Je travaille sur le temps long. Il doit y avoir un islam de France. Pour l'instant, il n'est pas là. C'est-à-dire que le Conseil français du culte musulman, il est tenu, dirigé, inspiré par les Marocains, les Algériens. Est-ce que vous soutenez la proposition de Malek Chebel, qui est une autorité démocratique élue, un peu sur le modèle du CRIF, pour qu'elle soit légitime? Le CRIF, c'est plutôt un organe politique. C'est le consistoire qui serait plutôt la référence religieuse par rapport à la tradition juive. Mais et donc, en l'occurrence... Attendez, quand Sarkozy a commencé à suivre Chevènement dans l'idée du CFCM, j'avais pris position en disant il ne peut y avoir de représentation en France que dans un travail de démocratique et d'élection par le bas. À quoi Sarkozy avait répondu non. La représentation musulmane n'a pas forcément besoin de démocratie. C'est beau comme réflexion d'un démocrate. En l'occurrence, oui, je pense qu'il faut que nous ayons aujourd'hui un mouvement qui parte du bas, c'est-à-dire la représentation locale, et qui monte. Dans l'indépendance totale de toutes les ambassades. Nous ne sommes pas prêts en France. Mais ce n'est pas que nous ne sommes pas prêts à cause des ambassades, c'est que nous ne sommes pas prêts à cause des autorités françaises. Les autorités françaises ne font pas suffisamment confiance à leurs citoyens de confession musulmane. C'est ça le problème. Et donc là, il va falloir qu'on change ceci. Il faut qu'on change les termes du débat. Deuxième élément que je voulais mettre en évidence par rapport à ce dont nous parlons, moi je vais même plus loin que l'islam de France. Moi, je parle d'islam français en disant une chose. Il y a un islam du point de vue des principes universels et puis français du point de vue de la culture. Et il faut qu'il le soit. Et ça veut dire que l'institution, il faut qu'elle se passe ici. Il faut qu'on fasse confiance à nos citoyens ici. Mais ça, je dis ceci depuis 30 ans, sans doute. Et j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Parce que on me dit, mais comment ça se fait? Vous avez un discours. Les musulmans, ceux dont vous parlez, qui sont sur Facebook, où on dit on a un double discours. Moi, j'aimerais savoir où il est, ce double discours. Je parle où entre deux posts sur Facebook. C'est partout. Tout ce que je dis est partout visible aujourd'hui. Et ce discours, il est le même. Mais il se base sur une chose par rapport à la représentation. C'est qu'il faut aujourd'hui que nous entrions dans une vraie réflexion qui parte du principe que ce sont les citoyens français qui vont construire cet islam-là. Mais j'aimerais vous dire une autre chose. Qui les forme aussi, les imams français? Ils doivent être français. Ils doivent prêcher en français. Non, est-ce que vous considérez qu'ils sont assez formés? Tous ne sont pas formés, mais vous avez beaucoup de gens qui sont très formés. Il faut les former en France. Il faut les former en France, en langue française. Ils doivent prêcher en français. Bien sûr, bien mais entendu. Mais vous savez, j'ai l'impression. Je veux dire, qui paye la formation? Parce qu'on est dans un pays, on va dire, qui paye la formation? Non, mais ça, vous savez, je vais vous dire une chose. La capacité à générer des ressources financières de la communauté musulmane en France est énorme. Mais je vais vous dire une chose, quand vous venez vers un maire avec de l'argent qui vient de la communauté religieuse, vous avez 10 fois moins la possibilité de construire un lieu de culte que quand vous venez avec l'argent séoudien. Où est la faute? Pourquoi? Parce qu'en fait, les Séoudiens ont le contrôle du discours avec lequel, finalement, on est assez d'accord, tant qu'ils donnent l'argent. Mais vous ne pouvez pas demander. Mais c'est ça le problème. Enfin, ce que prêchent certains, on n'est pas franchement d'accord avec eux, avec l'islam qu'ils prêchent. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec leur argent, on n'est pas forcément d'accord avec leur idée. Alors on sacrifie les idées pour gagner leur argent. Voilà ce qui est en train de se passer concrètement en France aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous changiez peut-être de lunettes sur 2 points. Le premier point, c'est que quand vous dites où il est cet islam de France, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain et je parle de révolution silencieuse. Il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui sont complètement français, qui se sentent français, qui ont le sens de l'appartenance et qui ont vraiment développé un discours qui, il y a 30 ans, était difficile sur la question de la citoyenneté, sur la question de l'identité, sur la question de la langue française. Il y a des mosquées, énormément de mosquées où les prêches sont en français, où des formations sont faites pendant le week-end en français. Moi, quand je commençais au début des années 90 à parler en français, je suivais un mouvement, on était au début. Maintenant, c'est la norme. Cet islam français, il est sous vos yeux. Encore faut-il le voir tel qu'il est,
pas avec les fantasmes de cet islam de l'immigration, mais de l'islam français. Je pense que ça, c'est une démarche que j'aimerais bien voir développée par un certain nombre de journalistes aussi. Dimanche, Tarek Ramadan, il y avait donc ces centaines de milliers de personnes dans les rues en France. Beaucoup portaient ce panneau « Je suis Charlie ». Vous nous avez dit, on l'a bien entendu, moi je ne suis pas Charlie. Il y avait aussi des gens qui portaient « Je suis flic »,« Je suis juif »,« Je suis musulman ». Puis il y avait des gens qui portaient les 4 à la fois, qui disaient « Je suis Charlie, flic, juif et musulman ». Ouais, et français. Vous auriez pu porter une de ces pancartes-là, vous ? Je suis musulman, oui, on l'entend bien. Mais est-ce que vous auriez pu porter « Je suis juif et musulman et flic » ? C'est-à-dire, je me sens solidaire de toutes les victimes de ça. J'aurais pu. Vous savez, pour moi, je suis très précis et je fais très attention aux slogans. J'aime pas les slogans qui ne rendent pas ma pensée claire. Donc, si, dans l'idée de soutien à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce peuple qui se lève et qui dit « Nous n'avons pas peur, nous sommes contre le meurtre et pour la liberté d'expression », je peux être tout ça à la fois, et je le suis. Maintenant, je ne veux pas de récupération politique. Je veux vous dire une chose. J'ai exprimé un malaise quand j'ai vu la représentation politique qui était au devant de la marche. Les chefs d'État. Les chefs d'État. Moi, il y a des chefs d'État qui sont d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Ils auraient mieux fait de ne pas être là. Vous savez, la meilleure marche qu'on aurait pu avoir en France, c'était une marche citoyenne où il n'y a pas de récupération politique. Les récupérations politiques font que je suis plus prudent avec les slogans. Mais comprenez bien l'idée, c'est-à-dire une forte empathie avec le peuple de France, en espérant que le peuple de France ne s'arrête pas à l'unité de l'émotion, mais qu'il trouve l'unité de ses principes et qu'il se réconcilie avec ses principes aussi, parce que parfois on a tendance à les oublier. Merci beaucoup. Tarek Ramadan, l'islamologue, philosophe suisse et auteur de l'Islam et des musulmans qui vient de sortir aux presses du Châtelet, était l'invité du Club de la Presse face à Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel.